Bonjour et bienvenue sur Télétour. Mon nom est Igor Rosen, je suis guide de tourisme pour Normandie Tour et je vais vous présenter maintenant Rouen, le centre économique et culturel de ma région, la Normandie. Alors je me trouve là juste en face du bûcher, là où la pucelle d'Orléans, ou Jeanne d'Arc comme on l'appelle communément, a été brûlée le 30 mai 1431 à 19 ans. Jeanne d'Arc est arrivée ici le matin du 30 mai, après de très longues semaines, 5 semaines exactement, de torture, de privation et d'horreurs qui lui ont été infligées, ici juste après de la tour, aujourd'hui la tour Jeanne d'Arc. Elle avait juste 19 ans. Une des charges qui pesait contre elle, bien sûr, était la sorcellerie, et accusée de sorcellerie parce qu'elle était pucelle, et aussi parce qu'elle s'habillait presque toujours, depuis qu'elle a quitté son petit village de Domrémy, comme un homme, hein, bien sûr, pour pouvoir monter à cheval et pouvoir se battre. Jeanne d'Arc est extrêmement célèbre pour avoir repris Orléans aux Anglais, au duc de Bedford. À l'époque, on se trouve à peu près vers la fin de la guerre de Cent Ans, et son rôle est décisif dans la victoire des Français à la guerre de Cent Ans, à la bataille de Castillon en 1453. Donc près de 30 ans plus tard, les Français vont réussir à bouter les Anglais hors de France. Son rôle est décisif parce qu'elle va donner le moral, elle va redonner confiance en lui au roi Charles VII et aux troupes françaises qui étaient un petit peu découragées. Le roi Charles VII, fils de Charles VI le Fol, n'avait pas encore été sacré à Reims, il n'avait pas vraiment de légitimité, et grâce à l'intercession de Dieu qui parlait par la bouche de Jeanne d'Arc, Charles VII a senti la force de mener la bataille. Donc, quelques mots pour resituer Jeanne d'Arc dans son époque. Jeanne d'Arc aurait entendu des voix notamment de l'archange Michel. L'archange Michel, bien sûr célèbre pour être le patron de la France, un des saints les plus importants, pas seulement le Mont Saint-Michel. Et l'archange Michel, et là aussi la Sainte Catherine, Sainte Marguerite, auraient dit à Jeanne d'Arc qu'elle devait absolument bouter les Anglais hors de France, hein, et redonner la France aux Français, comme elle disait. Donc elle va quitter Domrémy, arriver de petit village de Vaucouleurs, à 10 km de là, et ensuite elle aura pour mission d'aller jusqu'à Chinon. Voilà, là vous pouvez voir la croix en hommage à Jeanne d'Arc. Donc elle devrait aller à Chinon pour rencontrer le roi de France, roi mais pas encore sacré, donc pour elle, tant qu'il n'a pas été sacré, il n'est pas vraiment roi. Et à partir de là, lui dire qu'il devait absolument gagner des batailles, gagner Orléans, puis gagner ville par ville et reprendre la France. Elle va permettre aussi au roi Charles VII de marcher sur Reims et d'être sacré dans la cathédrale de Reims, comme tous les rois français, avec tous les attributs du pouvoir régalien, hein, le calix, le sceptre et la couronne, bien entendu. Malheureusement, le 23 mai 1430, Jeanne d'Arc sera capturée à la bataille de Compiègne par les armées des Bourguignons, qui faisaient face aux Armagnacs. Les Bourguignons étaient, à l'époque de Philippe le Bon, étaient alliés aux Anglais, à l'armée anglaise. Elle sera ensuite transférée aux Anglais, qui dominaient complètement la Normandie, sera torturée par le célèbre inquisiteur Pierre Cochonneux. Après qu'il l'ait déclarée coupable, elle va donc être brûlée ici, vive. L'histoire nous dit aussi que, alors qu'elle avait brûlé déjà, il restait encore quelques os, la personne responsable du bûcher a alors rajouté du feu pour que tous les os brûlent. La population amassée autour, parce qu'on se trouve sur la place du Vieux Marché, criait ensuite plus de feu, parce qu'une femme habillée en homme, avec des cheveux courts, sa conduite. La population en Normandie, il faut le savoir, était majoritairement pro-anglaise à l'époque. On était vraiment dans une colonie britannique ici. Donc la population la détestait. Donc tout brûle, la même personne dont on a oublié le nom récupère les cendres et on lui donnera l'ordre de mettre toutes les cendres, absolument toutes les cendres, dans la Seine pour qu'il n'y ait pas une seule statue, pour qu'elle ne soit pas martyr. Mais en 1456, donc à peu près 20 ans, 24 ans, 25 ans plus tard, Jeanne d'Arc sera déclarée martyre par le pape Calixte III. Toutes les charges qui pesaient contre elle seront annulées. Au XVIe siècle, Jeanne d'Arc devient le symbole de la Ligue catholique dans la guerre entre les protestants et les catholiques. Et en 1920, elle devient une sainte. Mais avant cela, Napoléon, en 1803, aura fait d'elle le saint patron de la France. Voilà, vous pouvez la voir ici, telle que sans doute elle était sur le bûcher. Ce triste jour de 1431, mais en même temps décisif dans la guerre de Cent Ans pour que les Français se motivent enfin pour chasser les Anglais de toutes les villes de France et notamment de Paris.
je me trouve juste en face du restaurant La Couronne et à l'emplacement exact de l'ancienne église de Rouen, l'église du Vieux Marché. C'est tout à fait courant au Moyen-Âge d'avoir une église, des commerces autour, quelques tavernes, quelques auberges aussi pour les commerçants. Et à côté, comme j'en viens, le bûcher, la personne et le pilori, ou aussi le gibet, là où on pendait les condamnés. Voilà. C'était important d'avoir la publique en place publique, comme on dit, d'avoir la justice, pardon, en place publique, pour que la population comprenne bien les sanctions et que tout soit bien respecté. Voilà. Donc ici, l'emplacement de l'ancienne église, juste à côté du bûcher, du pilori et du gibet, et tous les commerces autour. Voilà. C'est tout à fait normal à l'époque. Le restaurant qui se trouve juste derrière moi, La Couronne, c'est une des meilleures tables de France et aussi le meilleur restaurant de Rouen, vraiment une des meilleures tables de Normandie. Non seulement un excellent restaurant, mais aussi la plus vieille auberge de France, ouverte en 1345, donc près d'un siècle avant que Jeanne d'Arc ait été brûlée sur le bûcher juste en face de La Couronne. La Couronne est célèbre pour des plats comme le canard à la presse, un plat qui est servi là depuis l'origine, depuis 1345. Vous dites bien sûr, ce n'est pas la même famille qui gère le restaurant depuis 1345. C'est vraiment une très bonne table, un cadre magnifique. On laisse un petit coup d'œil sur le menu ici. Ce qui est assez étonnant pour l'histoire de La Couronne, c'est que La Couronne, à l'époque de Jeanne d'Arc et avant, était la propriété de l'église de Rouen. On peut voir là sur la porte d'entrée de prêtres. Et on voit à côté d'un des prêtres un petit tonneau, peut-être de bière, peut-être plus de calvados ou quelque chose d'autre, au moins du vin, qui montre que les prêtres et l'église de Rouen étaient bien nourris et avaient suffisamment à boire aussi. Pour la petite histoire aussi, à l'époque, au XIVe siècle, au XVe siècle, La Couronne était un peu plus qu'un restaurant. C'était aussi une auberge. Mais ce qu'il y avait de plus dans cette auberge en face du Vieux Marché de Rouen, c'est que les jeunes filles qui se faisaient le service faisaient aussi le service la nuit auprès des clients. Et oui, c'était aussi une maison de passe. Il faut appeler les choses par leur nom. De cette manière, l'église de Rouen faisait travailler les très nombreuses orphelines de Normandie. C'était comme ça qu'ils, d'une certaine manière, sauvaient leur âme en travaillant très dur dans cet endroit. Voilà. Donc une étape incontournable si vous venez une journée ou plus à Rouen, à Rotomagus aussi, comme la ville s'appelait au Moyen-Âge. Alors continuons notre visite maintenant avec la rue du Gros Horloge, la rue qui connecte la place du Vieux Marché avec la cathédrale Notre-Dame, un très ancien axe de Rouen, le Decumanus à l'époque de Rotomagus, à l'époque gallo-romaine. Un petit rappel, la France fait partie de l'Empire romain depuis 48 avant Jésus-Christ, après la bataille d'Alésia, et Rouen à l'époque s'appelle Rotomagus. Rouen est une des villes les plus importantes du nord de la Gaule, une ville très prospère, et cette rue, très ancienne, date de cette époque. Donc ce qu'il y a d'assez surprenant dans cette rue, c'est qu'on a gardé la rigole d'origine, voilà ce que je vous montre ici, qui permettait aux eaux usées de s'écouler progressivement, à l'époque jusqu'à la place du Vieux Marché, et ensuite à la Seine. Il n'y avait pas de canalisation enterrée à l'époque, tout était sur la rue. Donc sachez que jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas d'eau courante, ni de toilettes, ni de commodité dans les bâtiments, et absolument tout passait par la fenêtre. Donc c'est pour ça qu'en français on a cette expression, tenir le haut du pavé. Tenir le haut du pavé, ça veut dire rester le plus proche des bâtiments possible. Donc on laissait les dames, en priorité le haut du pavé, afin d'éviter de tout prendre sur la tête. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, tout le monde mettait un chapeau. Vous pouvez imaginer. Donc les bâtiments de la rue du Gros Horloge, pour certains, datent du 15e, 16e siècle. Sur certains, il y a et même la date, et ils sont la plupart en colombage. Beaucoup de bâtiments vont être peints au fil des siècles, peints pour montrer la richesse, la prospérité des propriétaires, des notables rouennais, qui étaient là, qui habitaient généralement au premier étage. Le rez-de-chaussée, comme aujourd'hui, était dédié au commerce, et les étages supérieurs étaient loués à d'autres personnes. Alors, on a des bâtiments parfois assez élevés, comme celui-ci, qui ont été élevés au fur et à mesure. Le bâtiment là, ici, que je vous montre, remonte à 1630 exactement, à peu près au XVIIe siècle. On voit très bien la date ici. Donc, sachez que les bâtiments à colombage qu'on retrouve à Rouen seront présents aussi un peu partout dans le nord-ouest de l'Europe,
jusqu'en Pologne. La technique de construction à colombage est une technique qui nous vient en fait des Vikings. Les Vikings qui ont commencé à envahir la France et l'Europe dès le 8e siècle et qui se sont établis de façon permanente en Normandie à partir du 10e siècle, autour de 900. Un des plus célèbres Vikings est Rollon, notre premier duc, devenu duc en 911 après Jésus-Christ et anobli au rang de duc, de Earl, dans l'église, l'ancienne église de Rouen, aujourd'hui cathédrale. Donc voilà, ces bâtiments ici ne sont pas très confortables en fait. On est vraiment sur la construction Moyen-Âge, Renaissance, avec des petites pièces pour garder de la chaleur, mais assez exiguës, bas de plafond, dangereuses même, parce qu'il y avait des incendies assez souvent, d'où l'expression très connue travailler au noir parce qu'on ne pouvait pas travailler la nuit. La nuit, imaginez que tout le monde s'éclairait et se chauffait avec le feu, avec des bougies. Donc les incendies pouvaient avoir lieu très très vite et une ville entière pouvait disparaître en une nuit. Donc c'est pour ça qu'on a interdit au fur et à mesure de travailler la nuit pour éviter les incendies. Parce qu'une ville comme Rouen était vraiment le poumon économique, un des poumons économiques de la France et on voulait à tout prix éviter cela. Donc les bâtiments de la rue du Gros Horloge sont assez étroits et hauts en même temps. Hauts et étroits pour une raison toute simple, c'était pour payer le moins possible de taxes. Les taxes jusqu'à la Révolution française, les taxes foncières, étaient calculées sur la largeur du bâtiment et sur le nombre de fenêtres. Donc, au fur et à mesure, les fenêtres viendront mettre en place quand les propriétaires pourront payer ces taxes. Mais à l'origine, on essayait de réduire le nombre de fenêtres et de monter au maximum les bâtiments pour réduire les taxes. Dans la rue du Gros Horloge, on voit aussi un mélange de types de bâtiments. On a certains bâtiments du XVIIe siècle, d'autres un peu plus modernes, comme ici un bâtiment un peu plus haussmannien qu'on pourra retrouver à Paris. Sachez que Rouen a été détruit à 45-50%, c'est pas grand-chose par rapport à Caen ou au Havre, qui eux ont été détruits à 95% environ. Donc la rue du Gros Horloge, sur sa moitié, a le Gros Horloge, qui donne son nom. Cette rue n'est pas toujours appelée la rue du Gros Horloge. À l'origine, c'était Decumanus, la rue centrale de Rotomagus. Ensuite, elle s'est appelée la rue Ventry, la rue Massacre, Grande Rue. Et après la Révolution française, elle s'appelle rue du Gros Horloge. Ce Gros Horloge a été construit en 1389, 7 ans après la révolte de la Harel. La Harel, c'était en fait une taxe, une autre taxe qui venait se rajouter à d'autres taxes qui avaient très fortement augmenté. Les Rouennais, depuis la charte Normand, avaient une indépendance fiscale, une autonomie, avaient leur propre parlement, des taxes extrêmement réduites. On était presque dans un paradis fiscal, ce qu'on peut appeler dans un paradis fiscal, jusqu'au XVe siècle. Et les Rouennais donc se révoltent contre cette augmentation des taxes qui va affecter bien plus la population, les gens simples, que les notables, les bourgeois. Donc les gens simples, on pourrait appeler aujourd'hui les gilets jaunes, vont s'en prendre aux bourgeois, aux notables. Il y a vraiment des pillages, des destructions. Et ça va se terminer très mal. Le roi va faire envoyer l'armée pour mater la rébellion. Et quelques années plus tard, en souvenir de l'autorité royale réaffirmée pour de bon à Rouen, on fera construire cette horloge qui permettra aux Rouennais d'avoir l'heure, le jour et les mois de l'année aussi. Alors parmi les très nombreux commerces et commerces de bouche des institutions rouennaises, il y a ici Ozou, un excellent chocolatier qui fait aussi des macarons vraiment somptueux, délicieux macarons. Voilà. Et voilà, maintenant je rentre dans la chocolaterie Ozou, dans la rue du Gros Horloge, qui est en tout cas la meilleure chocolatier de Normandie, peut-être un des meilleurs de France. On peut voir le choix de macarons qu'on a ici, fantastique. Et comme je vous ai parlé de l'histoire de Jeanne d'Arc sur le bûcher, voilà, on a Jeanne d'Arc ici bien sûr, et ils font des gâteaux qui s'appellent les larmes de Jeanne d'Arc, comme les larmes sûrement qu'elle devait pleurer dans sa prison, dans les 5 semaines de torture, et puis bien sûr sur le bûcher. Donc des petits chocolats au nom de Jeanne d'Arc. Alors voilà, maintenant je me trouve face au Gros Horloge. Gros Horloge construit en 1389. Il s'agit vraiment de la plus ancienne horloge en Europe et donc du monde. Le mécanisme d'origine est toujours là.
Il n'est plus utilisé pour faire fonctionner l'horloge, mais il pourrait très bien servir si on arrêtait d'utiliser l'électricité. Aujourd'hui, il est là, dans la tour, juste sur le côté. Un système assez complexe qu'on peut comprendre en visitant le musée, en montant la tour, qui donne une vue spectaculaire quand on arrive tout en haut sur la ville de Rouen. Donc ce gros horloge a été construit juste 7 ans après la terrible révolte de la Harel. On parle de révolte de la Harel parce que le cri des émeutiers rouennais était haro, haro. Ils en avaient assez de l'augmentation des taxes, un petit peu comme on a eu la révolte des Gilets jaunes il y a quelque temps. La population a souffert très fortement de l'augmentation subite des taxes après Louis X. En 1315, les Rouennais avaient la charte normande qui leur donnait une très grande autonomie et une très grande liberté fiscale et très très peu de taxes. Ce qui a permis aussi pendant des siècles à la Normandie de prospérer, c'est que le Parlement était autonome ici et la fiscalité très réduite. Mais au XIVe siècle, on se trouve à peu près au début de la guerre de 100 ans, les taxes doivent augmenter pour l'effort de guerre et les Rouennais sont très affectés. Donc la population, les gens les plus simples doivent payer, on n'a pas le choix. Ils vont s'en prendre aux bourgeois, aux notables de Rouen, ils attaquent les prisons, prennent les armes, détruisent des hôtels particuliers, quelque chose qui vraiment va très très loin, bien plus grave que les Gilets jaunes, à tel point que le roi Charles VI, prétextant venir à Rouen et trouver un compromis avec les Rouennais au Parlement de Rouen, le jour après son arrivée à Rouen, il fait venir l'armée, la police, qui mate dans le sang cette rébellion, qui arrête tous les meneurs de la rébellion. Pas mal de destructions aussi ont lieu dans la ville de Rouen. Et la révolte est matée, mais dans le sang, de manière très dure. Donc, 7 ans plus tard, en fait, les Rouennais n'avaient plus le droit de construire une porte entre la place du marché et la cathédrale, mais disant qu'on n'a plus vraiment une porte, c'est une horloge. Ils ont pu construire ça. C'était en fait, en 1389, 7 ans après cette révolte, une manière de réaffirmer la richesse, la prospérité de la ville et un petit peu de se moquer du pouvoir royal. On était très peu de temps après cette révolte, de montrer que Rouen compte toujours énormément. Et c'est vrai qu'à l'époque, Paris était assez petite, Paris n'était pas très riche par rapport à Rouen. Rouen est vraiment sur la scène, avec d'excellentes relations avec les Anglais. Rouen, pendant la guerre de 100 ans, sera vraiment dans le camp anglais et va tirer toutes les épingles du jeu de la guerre de 100 ans pour s'enrichir. Voilà. Cette horloge aussi représente le symbole de la ville de Rouen, qu'on va retrouver notamment sur des sculptures au Mont-Saint-Michel, l'agneau avec la croix, le symbole de la ville. Et autour de lui, 2 anges. Et on peut voir très bien que ces anges ont été assez mal faits. En fait, c'était voulu. Les artisans de l'époque qui faisaient ces sculptures protestaient contre l'inutilité complète de cette sculpture, le coût de cette sculpture, alors qu'ils étaient très mal payés, assez mal considérés. Donc c'était la manière de protester. On ne pouvait pas se mettre en grève, on ne pouvait pas faire de manif à l'époque, mais on pouvait un petit peu rater le travail, saccager le travail. C'est ce qu'ils ont fait. De chaque côté, on voit ici que les anges ont la tête complètement retournée. On voit aussi sous le gros horloge le symbole de Jésus-Christ en berger avec ses agneaux. Voilà, on voit juste là, Jésus entouré de ses agneaux. C'est assez important parce que la ville de Rouen, à l'époque, 14e, 15e et jusqu'au 18e siècle, était vraiment la ville qui produisait les meilleurs textiles d'Europe, d'excellents cuirs aussi, et donc le cuir et la laine étaient indispensables pour la prospérité de Rouen. Et on retrouvait autour de Rouen énormément de troupeaux de moutons et de troupeaux de bovins aussi pour les cuirs. Donc à l'époque, on avait que la laine, le lin ou le cuir pour s'habiller. Voilà, et on retrouve ici aussi les anges, là, avec la tête vraiment retournée, complètement retournée. Alors l'horloge du gros horloge nous donne l'heure, bien sûr, et aussi les jours de la semaine. Mais les jours de la semaine ne sont pas évidents pour un homme du XXIe siècle à comprendre, parce que les jours de la semaine nous sont donnés par des dieux grecs ou romains. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour de Vénus. Le lundi, ce sera le jour de Diane. On verra Diane sur son chariot. Ici, on a Vénus. Donc, il faut vraiment se rapprocher pour comprendre qu'il s'agit de Vénus. Le mardi, le chariot portera Mars. Le mercredi, Mercure. Et le dimanche, Apollon. Juste à côté du gros horloge, vous avez une fontaine, très jolie fontaine, qui réaffirme l'amour officiel, bien sûr, des Rouennais pour le roi Louis XV. Et juste au-dessus, une allégorie
de la Seine et de Rouen. Voilà. La Seine qui donne toute sa richesse à la ville de Rouen. Voilà, vous pouvez voir ici vraiment l'exemple de la prospérité de la ville de Rouen avec des façades peintes. Pas seulement le bois est peint, mais aussi l'ensemble du bâtiment complètement peint avec des couleurs assez fortes. Comme je l'ai dit, c'est pour marquer la richesse, la prospérité du propriétaire. On ne trouve pas ça dans tous les bâtiments à colombage. Et juste à côté, un autre bâtiment très très étroit, sûrement au moins du XVIIe siècle. Très très joli. Voilà, juste là. Voilà, tous ces bâtiments magnifiques qui, petit à petit, vous emmènent jusqu'à la cathédrale Notre-Dame, vraiment la merveille gothique, construite dès le XIIe siècle, hein, et finit vers le XVIIe siècle, détruite de très nombreuses fois aussi. Voilà, et maintenant, je me trouve face à la cathédrale Notre-Dame de Rouen, à la fin de la rue du Gros Horloge. Je vais tout vous expliquer sur la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Donc la cathédrale Notre-Dame de Rouen a été construite à partir du XIIe siècle et en 1241, un incendie dû à un orage et un coup de tonnerre qui va s'abattre sur le toit va faire s'effondrer une bonne partie de la cathédrale de l'époque. Donc elle va pouvoir être construite sans trop d'influence romane. Donc on a vraiment là devant nous une cathédrale gothique et même néo-gothique. Certains éléments ont été rajoutés au tout début du XXe siècle sous les ordres de Roger Viollet-le-Duc, notamment celui qui a aussi fait reconstruire en partie Notre-Dame de Paris. La tour intéressante, c'est la tour du Beurre, bien entendu, face à moi sur la droite. Cette tour a été construite à partir de 1507 sur une taxe collectée auprès des plus riches habitants de Rouen, bien entendu, avant Pâques, qui leur permettait de manger des produits laitiers pendant le carême. Normalement, pendant le carême, avant Pâques, on est censé réduire sa consommation de viande et de tout produit riche. Donc, comme ces habitants ne voulaient pas s'y plier, l'Église leur a dit d'accord, mais vous devez payer une taxe pour cela. Donc, cette tour-là a été construite à partir de 1507 et jusqu'en 1575 grâce à cette taxe. La tour nord, ici, est la plus ancienne. Les pierres, là, devant moi, sont du XIIe siècle. On a là des pierres, pour certaines, de 1100, 1150, plus anciennes. Une certaine partie de la cathédrale, notamment les vitraux, ont été détruits pendant les bombardements de juillet 1944. Voilà. Comme dans toute cathédrale aussi, on a 3 entrées principales, 3 portes. Sur la centrale, on a une vision de l'arbre de Joshua, l'ancêtre du roi David et lui-même ancêtre de Jésus-Christ. Voilà. Et vous pouvez voir aussi en songe, au pied, Dieu qui rêve et qui va créer la terre. Donc on a une allégorie ici de la Genèse. Autour de cette sculpture, on voit les apôtres et différents saints. Ceux plus bas ont été volés ou détruits pendant la Révolution française. Certaines de ces sculptures sont à l'intérieur maintenant, de la nef de la cathédrale. On va avoir sur la gauche complètement une autre sculpture qui représente Salomé dansant pour le consul Hérode et Salomé qui sera responsable de la décapitation, de la mort de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, on retrouve complètement sur la droite, face à lui un soldat romain. Le soldat romain a un poignard, un couteau, va lui couper la tête. Un petit peu plus sur la gauche, on voit quelqu'un qui met la tête dans un panier. Et Salomé qui apporte ce panier à Hérode. Voilà, elle dansait tellement bien que Hérode lui a dit « Je continue à danser, je te donnerai ce que tu veux ». Salomé a dit « Très bien, donne-moi la tête de cet hérétique de Saint Jean le Baptiste ». Saint Jean le Baptiste qui sera un des apôtres les plus importants de Jésus. Celui qui le fera baptiser, de son nom. Voilà, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est construite avec la pierre locale, la pierre la chaux qu'on trouve sur toute la vallée de la Seine, qui aussi sera utilisée dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour construire la plupart des éléments du cloître du Mont-Saint-Michel. C'est une pierre très fragile à l'humidité, à la pollution et à toute salissure. Heureusement, la zone autour de la cathédrale est piétonne depuis 1972, qui préserve un peu plus
la cathédrale, mais la cathédrale est quand même sans arrêt en travaux, compte tenu de sa hauteur. On a vraiment là la cathédrale la plus haute de France. La cathédrale Notre-Dame de Rouen est aussi le sujet de la série de tableaux de Claude Monet, les 28 tableaux la représentant. Claude Monet était juste en face, là, dans la fenêtre que vous voyez, là, exactement la fenêtre complètement sur la droite. À l'époque, ce bâtiment, qui est aujourd'hui le bureau de tourisme, l'office de tourisme de Rouen, était un magasin d'habillement, et les fenêtres ici étaient des habillements et de la lingerie pour femmes. Donc Alice, sa femme, sachant qu'il était là pour peindre la cathédrale, elle savait qu'il était là pour peindre, était quand même assez angoissée. Alice était très jalouse. Ça, c'était très connu. Donc elle était assez préoccupée que Claude était là à peindre, mais que parfois il pouvait aussi jeter un coup d'œil aux jolies jeunes femmes qui essayaient. Voilà. Enfin, il était là, et c'est exactement cette vue qu'il a eue. Différents moments de la journée, différents moments de l'année. Voilà, c'est exactement la vue que vous avez un petit peu plus haut, parce qu'il était un petit peu plus haut, sur la cathédrale. Voilà. Voilà, et je me trouve maintenant à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Vous pouvez voir vraiment l'élévation impressionnante, cette construction gothique et néo-gothique. L'idée de construire une cathédrale gothique, vraiment ce style gothique, c'était de construire une forêt en honneur à Dieu. Dieu a fait pour nous la nature, les arbres, donc une forêt de pierre pour l'éternité. Voilà. On a plus de 60 mètres de long, 157 mètres de haut. C'est la cathédrale, la troisième cathédrale plus longue de France, après Reims, bien sûr, et Amiens. C'est aussi dans cette cathédrale que sont enterrés certains des ducs de Normandie, le premier, Rollon, et aussi un des plus célèbres, bien sûr, Richard Cœur de Lion, mort à son retour de croisade, d'un carreau d'arbalète dans le torse, sûrement sous les ordres de Philippe Auguste. La plupart des vitraux sont d'origine. On a beaucoup de vitraux du XIVe siècle. Certains, là où vous ne voyez pas de vitraux de couleur, c'est qu'ils ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Et partout vous voyez des vitraux de couleur. La plupart, 75%, sont d'origine. On a là des vitraux de la même époque que la Sainte-Chapelle à Paris, 15e siècle. 14-15e siècle. Ici, et là, voilà, on arrive au gisant de Rollon, qui, selon la légende, était tellement fort, tellement grand qu'il ne pouvait pas monter à cheval. Rollon est mort à peu près à 80 ans. Voilà, premier duc de Normandie, on voit ici. Ici, dans ce temple, se repose Rollon, le conducteur, le père de la Normandie, mort en 947. Et déjà, on retrouve ici le lion, qui sera ensuite utilisé par Richard Cœur de Lion, symbole d'éternité, de puissance, et aussi sera dans les emblèmes de la Normandie. Ici, on retrouve les statues qui étaient à l'origine à l'extérieur de la cathédrale, qui ont été récupérées et protégées ainsi à l'intérieur de la cathédrale. Voilà, là on a les vitraux d'origine, dont je vous ai parlé. Et ici, on retrouve le cœur de Richard Cœur de Lion. Le célèbre Richard Cœur de Lion est ici. Son corps est à Fontevraud avec sa mère Aliénor d'Aquitaine. Mais le cœur de Richard est ici dans la cathédrale. Voilà, vous pouvez voir ici. Conditor et Ricardus Anglorum Regis Quicor Leonus Dictus Orbit, mort en 1199. Et encore les lions ici, à ses pieds et à sa tête. Donc il est à Fontevraud parce que c'est sa mère qui a réussi à le faire sortir de prison en Autriche, où il avait été capturé à son retour de croisade. Et son cœur est ici parce que c'est vraiment le leader de la Normandie. Mais à l'époque, la Normandie, c'était aussi l'Angleterre. Il était en même temps roi d'Angleterre et duc de Normandie. Et voilà, et ici on arrive dans une petite chapelle dédiée au marquis de Brézé, un homme très important pour la France, mais aussi pour l'Europe. Le marquis de Brézé est célèbre pour être aussi le mari de Diane de Poitiers, la célèbre Diane de Poitiers qui sera la maîtresse, l'amante d'Henri II, le fils de François Ier. C'est grâce au marquis de Brézé que les Médicis arriveront à la cour de France. C'est grâce à lui, vraiment, que Catherine de Médicis arrivera et épousera ensuite Henri II.
Mais Diane de Poitiers était la tutrice, enfin était l'épouse du sénéchal de Normandie, du gouverneur de Normandie. En fait, Marc-Édouard c'est le gouverneur de Normandie. Et Diane de Poitiers, son épouse. Il y a aussi un palais magnifique à Annette, au nord de Paris. Voilà, cette chapelle qui lui est dédiée, parce qu'il était au XVIe siècle l'homme le plus important de Normandie, étant le gouverneur de la province. On appelle ça une province, pas une région. Et le tableau, ici dans cette chapelle très richement ornée, est là pour nous rappeler que même s'il y a tout cet ordre dans cette cathédrale magnifique, Jésus est né sur la paille avec des animaux de façon très humble, très modeste. C'est aussi pour nous rappeler l'humilité qu'on devrait avoir. Même si le marquis de Brézé a toujours vécu dans le luxe, donc ça, il décédera et sa femme restera veuve. Et Diane de Poitiers est aussi la femme qui a vécu jusqu'à ce que Catherine le récupère, qui est la femme qui a vécu au château de Chenonceau, qui a embelli énormément Chenonceau sur le Cher. Voilà, continuons par ici, on arrive sur la tombe du fils de Rollon, Guillaume Longue-Épée. Ici on a l'arrière-petit-fils de Rollon, mais ici Guillaume Longue-Épée. Guillaume Longue-Épée, duc très important, parce que c'est le duc qui va vraiment faire venir les bénédictins au Mont-Saint-Michel. Guillaumus Longedectus Sparta, l'épée. Voilà. Un homme très pieux qui comprendra vraiment, encore plus que son père, que Rollon, l'importance de très bonnes relations avec l'Église et de l'importance des donations à l'Église. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et avec Télétour, et j'espère vous revoir très prochainement pour un autre tour avec Télétour. À très bientôt, au revoir.